Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième fois face à de petites vidéos qui ont pour objectif de constituer une première approche de ce qui vous attend en terminale, c'est-à-dire la philosophie. On travaille aujourd'hui sur la question de l'imagination. La dernière fois, nous avions travaillé sur un extrait de Gargantua de Rabelais, extrait qui se trouve à la fin du roman et qui présente une abbaye, l'abbaye de Thélème, qui, nous l'avions vu, était en fait une anti-abbaye dans la mesure où elle prenait le contre-pied des règles monacales pour se constituer. Nous avions dit que ce texte était une utopie, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas, qui est une construction imaginaire, construction d'un monde nouveau qui va être adossé au réel, dans la mesure où il s'empare du réel pour le renverser, en quelque sorte, afin de critiquer ce qui ne fonctionne pas et évidemment de faire évoluer le réel. Et on s'était dit, ce qui est amusant, c'est que l'utopie, finalement, entend agir sur le réel en passant par l'imagination qui, par définition, n'est pas le réel. À partir de là, on avait posé deux questions. Tout d'abord, est-ce que l'imagination peut permettre de comprendre le réel? Et est-ce que l'imagination peut agir sur le réel? Aujourd'hui, nous entrons dans une réflexion plus proprement philosophique sur l'imagination et son rapport au réel. Première étape de la réflexion philosophique, il s'agit de définir les termes que l'on va employer. Puisque nous réfléchissons aujourd'hui à l'imagination, nous commençons par nous demander ce qu'est l'imagination. Et ça nous permettra de construire une problématique. Alors l'imagination, c'est quoi? Je vous propose un petit exercice. Vous allez tous penser à un chaton. Et maintenant, vous allez tous penser à un chaton à trois têtes. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez réalisé cet exercice? Vous vous êtes représenté l'image d'un chaton, quel que soit le nombre de têtes de celui-ci. C'est la définition que l'on va retenir pour l'imagination. C'est la représentation d'un objet en son absence. Représenter un objet en son absence, ça veut dire que je produis mentalement des images et ces images, je vais les produire à partir de ce que je connais, donc à partir de mes perceptions antérieures. Vous allez construire l'image du petit chat à partir de chatons que vous avez déjà vus. Il s'ensuit que selon que vous imaginiez un chaton à une tête, ce qui est assez courant, ou un chaton à trois têtes, ce qui l'est beaucoup moins, vous réalisez deux opérations sensiblement différentes. Dans le premier cas, vous reproduisez mentalement des choses que vous avez vécues, vues, vous reproduisez à l'identique et l'on va parler d'une imagination reproduction. Dans le deuxième cas, comme je pars du principe que vous n'avez jamais croisé de chaton à trois têtes, et je m'en excuse si je me trompe, vous allez au contraire recourir à une imagination, création qui va inventer de nouvelles images. Si l'imagination peut inventer de nouvelles images, alors on va pouvoir dire que l'imagination dépasse les limites du réel. Et comme là on utilise un mot qui est fondamental, le mot réel, il va falloir le définir également. Alors pour plus de simplicité, parce que c'est l'imagination qui m'intéresse aujourd'hui, on va simplement considérer que le réel, c'est ce qui est ou ce qui existe, au contraire de l'illusion ou de l'apparence. Pourtant, un philosophe du nom de Descartes, que je vous mets ici, il vit au début du XVIIe, ce philosophe donc va dire que ce n'est pas toujours le cas. Et il va donner un exemple, celui du chilogone, c'est-à-dire un polygone à 1000 faces. Et je vous invite là à essayer de l'imaginer. Vous vous rendez compte qu'il est impossible d'imaginer ce polygone à 1000 faces. Donc, dit Descartes, l'imagination ne dépasse pas toujours les limites du réel. Parfois, le réel est capable de ce que l'imagination est incapable de produire. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'imagination, c'est mettre à distance le réel. Quand vous avez pensé à un chaton, vous avez évidemment mis à distance le réel. Ne serait-ce que le réel de ce cours face auquel vous êtes pour tout d'un coup vous retrouver en compagnie d'un chaton. Donc, imaginer, ce serait nier la réalité. Cela va être notre problématique. La problématique à partir de laquelle nous allons réfléchir. Puisque si imaginer, c'est nier la réalité, alors vous voyez bien qu'on a un petit problème avec l'utopie. Si imaginer, c'est nier la réalité, alors vous voyez qu'on a un souci avec notre utopie qui est une production de l'imagination et qui entendrait modifier le réel. Comment modifier le réel? Si on le met à distance, si on le nie.
Dans un premier temps, nous allons essayer de voir si effectivement l'imagination n'est pas une négation du réel. Un des philosophes qui attaque violemment l'imagination, c'est Pascal. Pascal, le voici, et Pascal, dans Pensée, écrit ceci de l'imagination. Elle serait, je cite, maîtresse d'erreurs et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Pour prouver cela, Pascal fait une petite expérience et je vous invite à la faire. Vous allez imaginer une planche assez large et longue de plusieurs mètres. Vous êtes sur cette planche. Imaginez maintenant que la planche est placée au-dessus d'un gouffre. On vous demande d'avancer sur cette planche. La raison veut que l'on avance. Mais, dit Pascal, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'il y a le gouffre dessous et parce qu'on imagine ce qui pourrait arriver. Et que l'imagination prenant le pas sur la raison, elle nous paralyse. Il reproche donc à l'imagination de ne pas être un produit de la raison. Il considère que c'est une pulsion irréfléchie, forcément subjective. J'ai beau savoir que cette planche est assez large, assez solide pour supporter mon poids, il n'empêche que le fait que je puisse imaginer tomber m'empêche d'avancer. L'imagination serait donc, pour Pascal, à l'origine d'illusions, dans la mesure où non seulement elle construit un monde propre, un monde qui est faux, un monde qui n'est pas le réel, mais dans la mesure également où ce monde paraît vrai et paraît plus vrai que le réel puisqu'il m'empêche d'avancer. Elle serait donc source, cette imagination, d'une inversion des valeurs. L'illusion prendrait plus de valeur finalement que le réel. Et l'on comprend bien avec cette idée pourquoi des religions interdisent la représentation du divin, parce que l'adoration d'images pourrait prendre le dessus sur l'adoration du divin en lui-même. L'imagination donc ne serait en mesure que de représenter imparfaitement le réel, puisqu'elle ne produirait que de l'illusion, et évidemment, si elle ne produit que de l'illusion, il n'y a rien qui puisse agir véritablement sur le monde. Sauf que les choses ne sont évidemment pas si simples. La preuve en est, les utopies dont nous sommes partis sont parfois le fait de philosophes. Platon, par exemple, dans République, fait le portrait d'une république idéale. Et s'il le fait, c'est bien qu'il entend, par son imagination, produire un texte qui va pouvoir modifier ou influencer au moins le réel. Et nous allons considérer à présent, avec d'autres philosophes, que l'imagination peut aussi ne pas nier le réel et être au contraire un moteur qui va permettre une meilleure appréhension du réel. Descartes, par exemple, va considérer que l'imagination n'est pas une pulsion irréfléchie qui prendrait possession de l'homme, comme nous l'avons vu plus haut avec l'exemple de la planche proposée par Pascal, mais, dit Descartes, l'imagination est au contraire un adjuvant, une aide à la connaissance. Il écrit d'ailleurs dans une lettre qu'il envoie à une princesse très malheureuse, une démonstration qui va expliquer ce que sont pour lui les pouvoirs de l'imagination. Il va pour cela exposer deux cas. Le premier, une personne qui aurait toutes sortes de sujets d'être contente, mais qui verrait continuellement représenter devant soi des tragédies, et qui ne s'occuperait qu'à considérer des objets de tristesse et de pitié, qu'elle sut être fins et fabuleux, en sorte qu'ils ne fissent que tirer des larmes de ses yeux et émouvoir son imagination sans toucher son entendement. Et le deuxième cas, une personne qui aurait une infinité de véritables sujets de déplaisir, mais qui s'étudierait avec tant de soin en détourner son imagination, et qu'elle employa tout le reste de son temps à ne considérer que des objets qui lui pussent apporter du contentement et de la joie. Ce que dit ici Descartes, et ce qu'il conseille donc à la princesse malheureuse, c'est que le fait de se tourner vers des objets qui pourraient apporter du plaisir et donc orienter son imagination vers des situations de plaisir permet d'aller mieux. Alors si l'imagination peut permettre à quelqu'un d'aller mieux, cela veut donc bien dire qu'elle peut agir sur le réel. Elle n'est donc pas une négation de ce réel ou qu'elle est une négation de ce réel qui agit tout de même sur le réel. Dans le même ordre d'idées, et peut-être en allant encore un peu plus loin que Descartes, David Hume, que voici, c'est un philosophe des Lumières qui est écossais, va évoquer, à propos de l'imagination, le fait qu'elle est un formidable moteur qui permet de dépasser le réel, et donc de modifier celui-ci. Pour comprendre ce que suppose David Hume lorsqu'il évoque
un moteur qui permet de dépasser le réel, je vous propose encore une activité. Vous allez imaginer, vous êtes en fin d'année de terminale, les résultats de Parcoursup arrivent, vous avez fait 2 vœux et vous êtes accepté dans les 2 écoles. La première fera de vous un architecte, la deuxième fera de vous un journaliste. C'est à vous de choisir, mais il faut choisir. Comment allez-vous faire? Eh bien, vous allez évidemment vous projeter dans ces professions. Vous allez imaginer ce que serait votre quotidien dans ces professions. Et ce faisant, vous avez utilisé l'imagination pour vous projeter dans l'hypothétique. Et elle va vous permettre de faire un choix entre 2 possibilités. Et si elle vous permet de faire un choix entre ces 2 possibilités, ça veut dire qu'elle vous a permis de mieux appréhender le réel. Donc l'imagination, on voit bien ici, n'est pas du tout en dehors du réel. De la même façon, il y a une autre raison pour laquelle l'imagination est un formidable moteur, c'est qu'elle va permettre le dépassement du réel et que donc elle va permettre l'innovation scientifique. Vous pouvez pour cela penser à Léonard de Vinci, par exemple, ses machines folles. Tout cela s'est permis grâce à l'imagination. Ce qu'il réalise, il l'a tout d'abord imaginé. Autre innovation, c'est évidemment l'innovation artistique. Et Baudelaire va faire de l'imagination non pas une illusion folâtre, mais au contraire ce qu'il appelle la reine des facultés. Autre philosophe qui va réhabiliter la philosophie, il s'agit de Kant, donc qui est allemand et qui vit au XVIIIe siècle. Et Kant va considérer l'imagination comme ce qui permet l'accès à la connaissance. En considérant l'imagination comme un moyen d'accès à la connaissance, il va ainsi rejoindre Aristote, que vous connaissez puisqu'on l'a mentionné lors des cours de français. Aristote, ce grec antique qui considère que l'imagination est un des 3 moyens de la connaissance avec la sensation étant ce que je sens avec mes sens, avec mon corps, et l'entendement, c'est-à-dire le jugement. Il considère, Kant, que l'imagination est le lien entre l'abstrait et le concret. Je vous propose une petite activité pour essayer de comprendre en quoi l'imagination peut effectivement permettre l'accès à la connaissance. Voici un texte issu de La République de Platon que j'ai mentionné plus haut. J'en fais la lecture. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent bouger, ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur pareil au cloison que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Donc vous comprenez que nous sommes au fond d'une caverne, que derrière nous, il y a une route et encore derrière cette route, une lumière. Cette lumière va projeter sur le mur en face de nous des ombres, des éléments qui passent. Donc vous comprenez que les hommes qui sont à l'intérieur de cette caverne n'ont en fait accès à l'extérieur qu'à travers ces ombres monstrueuses qui se projettent sur le mur. Maintenant, imaginez, et c'est l'activité que je vous propose à la suite de Platon, un homme est un jour conduit à la lumière du jour et il voit le réel tel qu'il est. On le ramène ensuite auprès des siens, il va leur raconter ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de géants, mais simplement des hommes qui nous ressemblent à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ces hommes n'ont rien connu d'autre que l'illusion dans laquelle ils vivent. Il y a de fortes chances pour que personne ne le croie, sauf celui qui fera preuve d'imagination. Ce qui veut dire que dans ce cas précis, l'imagination sera le seul moyen d'accès à la vérité. Et l'on en conclut que l'imagination n'est donc pas toujours une négation du réel. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle nie le monde, l'imagination, ou pas? Comment sortir de l'impasse? Peut-être en considérant que l'imagination, c'est nier le réel pour être justement plus présent à ce réel. Pour essayer de comprendre comment cela est possible, je vous propose de nous intéresser aux travaux de Bergson, philosophe du XIXe siècle, qui parle d'une fonction fabulatrice qui existe chez tout être humain. Cette fonction fabulatrice, il la définit comme étant ce qui nous permet de, je cite, créer des personnages dont nous nous racontons l'histoire. Et cette fonction fabulatrice naîtrait, pour Bergson, de l'angoisse
qui apparaît chez chaque homme à partir du moment où il comprend le monde. Le monde est anxiogène. Pour échapper à cette angoisse, je me raconte des histoires. Et cette fonction fabulatrice, elle prendrait le contre-pied du réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ça veut dire que si l'imagination est le contre-pied du réel, c'est donc bien qu'elle est une négation du réel, une façon de le mettre à distance. Mais si elle est contre-pied du réel, c'est donc bien qu'elle le prend en compte. Et donc imaginer, ce serait paradoxalement affronter le réel, être dans le réel en le niant. Au contraire, par exemple, des drogues, qui sont une fuite du réel, une négation du réel, qui ne comporte pas d'affrontement. Imaginez, ce serait donc ce qui nous permet d'être libres, non pas en fuyant, en tentant d'échapper ou en évitant, mais en étant tout à fait présent au monde et en le déformant, en lui offrant une forme autre, plus conforme à ce que nous attendons, à ce que nous pouvons supporter. Ce qui amène Bachelard, que voici, XXe siècle, à écrire qu'imaginer, c'est davantage déformer le monde plutôt que de former un autre monde ou former des images. Et cette déformation, c'est bien celle qu'imposent au monde les utopies qui s'emparent de ce qui ne fonctionne pas pour le transformer de façon à proposer un monde idéal. Et c'est aussi ce que fait plus généralement l'imagination créatrice, c'est-à-dire celle des artistes, qui va permettre de lire le réel autrement, de mettre en valeur telle ou telle interprétation du réel, qui peut être dans l'idéal ou tout au contraire dans le terrible. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà ce que pourrait donner une réflexion en philosophie. Il est évident que, je le répète, je ne suis pas professeur de philosophie. Néanmoins, vous ne devriez pas trouver ici trop d'énormité, dans la mesure où je parle sous contrôle d'une éminente collègue de philosophie qui a relu ma copie, me l'a renvoyée avec des corrections, et donc je ne me sens peut-être pas légitime, mais pas complètement illégitime. On continue la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.